Alors, concernant les rangements de sédiments calibrés et en attente de tri, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, ils sont stockés dans une armoire que j'ai récupérée, qui allait être jetée. Moi, j'aime bien récupérer ce qui n'est plus utilisé ou qui est dégradé. Donc là, il devait manquer une clé, il le foutait en l'air. Bon, truc basique. Alors là, on est sur des fossiles qui sont rangés. Je vais vous montrer, par exemple, ça, c'est un gisement, c'est du maastrichtien du Maroc, de Ben Guérir, qui a été calibré. Voilà, et donc il reste à être trié, parce que là, ça nécessite un tri sous binoculaire, c'est trop petit. Alors j'ai deux fractions, une fraction qui fait à peu près 2 mm, et une fraction qui est inférieure à 2 mm, et qui révèle plein de petites choses. Donc vous voyez, c'est mis dans une boîte, c'est calibré, c'est prêt à être trié. Alors, ça fait partie des éléments que je... Sinon, j'adorais récupérer... Enfin, j'adorais. À la boulangerie, à côté de chez moi, il y avait, bon, bien sûr, ils vendaient des bonbons. Et quand les bonbons arrivent, ils arrivent sur des boîtes, vous voyez, des grandes boîtes de fraises Tagada, là, par exemple. Donc ça, c'est des boîtes qui jetaient. Alors, je récupérais tout. Je les nettoyais parce qu'il y avait des résidus de sucre dedans. Et surtout l'intérêt, c'est qu'il y a des couvercles qui sont clipsables, qui sont fermables. Voilà. Et c'est très pratique pour stocker le sédiment et le mettre en attente. Hein, c'est des sédiments qui ont été préparés. Je les ai préparés il y a plusieurs années. J'ai commencé à les trier, puisque vous voyez, il y a des petites boîtes dedans qui sont déjà pré-triées. Et ces boîtes-là, on se referme super bien. Elles sont assez solides. Il n'y a pas de casse. Alors, il y a une étiquette dedans, bien sûr, pour dire ce que c'est. Et l'étiquette, elle est jamais au-dessus. Toujours dans la boîte, dans un petit sachet en plastique, afin de ne pas perdre les éléments. Parce que si vous avez des tris qui sont en cours, mais qui ne peuvent pas être sourcés, on ne connaît pas la provenance, bien ça sert à rien. Alors là, par exemple, j'ai un autre type de boîte qu'un copain m'avait laissé. Vous voyez, il y avait des coquilles du Lucétien Gisors dedans avant. Ça, c'est des boîtes de glace. Tout simplement. Et là, on a encore du maastrichtien du Maroc. C'est des sédiments qui ont été récoltés en 2005 par des personnes qui avaient été sur place. Bien avant que j'y aille moi-même. Mais ceux-là, ils viennent d'un gisement qui est Ben Guérir. Je n'ai pas été à Ben Guérir. Donc là, encore une fois, c'est calibré. C'est préparé, il a été nettoyé, il n'y a plus qu'à le trier. Alors ça, pour trier une boîte comme ça, il y a à peu près 200-300 grammes de sédiments. Faut bien compter, en mettant 1 heure de tri tous les soirs, il faut compter 15 jours, 3 semaines. Donc vous voyez, ça reste énormément de travail. Le calibrage est long et compliqué. Le tri qui reste est aussi long. Alors j'ai encore d'autres choses là qui sont à préparer, mais ça je vais les passer pour l'instant. J'ai encore un sédiment qui vient de... Je ne sais pas parce que... C'est un sédiment qui vient du Maroc, encore une fois, qui est de Ben Guérir, qui est du maastrichtien marocain, qui contient énormément de vertébrés. Et comme celui de tout à l'heure, il est calibré à d'autres fractions. Et là, ce sont des fractions de 3-4 mm. Donc, plus facile à trier, mais qui nécessitent quand même une attention particulière. Parce qu'elles sont truffées dedans. Et là, il y a certains éléments que j'ai déjà triés à vue, qui étaient un petit peu plus gros. Comme par exemple là, il y a des dents de requin. Et là, voilà, ça c'est d'autres éléments. Il y a pas mal de dents de requin.
Donc, vous voyez l'utilité de ce type de boîte. Donc, c'est des réemplois de boîtes ou des détournements de boîtes, on va dire. Mais moi, j'aime bien utiliser le terme de réemploi parce que c'est pas des boîtes que je vais acheter. C'est pas des achats. C'est vraiment de la récupération. Alors, je reviens tout de suite. Alors là, vous voyez, j'ai encore pas mal d'autres choses, sachant que j'en ai encore bien ailleurs. Hein. Et là, toutes les boîtes sont des sédiments différents. Donc là, par exemple, j'ai encore des sédiments qui sont plus petits. Ça, c'est du lutétien de la Manche que j'ai pas encore trié. Ça, c'est très intéressant, mais c'est très petit parce que là, les dents sont de l'ordre de 0,5 mm pour les plus grosses. C'est du Maastrichtien qui m'a été donné par une amie aujourd'hui disparue. Et dedans, vous voyez, elle avait mis des informations, passées à l'acide. Acide, ça veut dire qu'elle a été traitée avec des acides. Des acides légers. C'est une couche qui vient de Maastricht en Hollande, hein, aux Pays-Bas. C'est la grande carrière d'Annecy. Et c'est un niveau où elle-même, elle avait trouvé plusieurs dents de nouvelles espèces qui avaient été décrites dans la littérature scientifique. Et là, j'ai un petit aperçu déjà de ce que j'ai pré-trié. Alors la mise au point va être peut-être un peu compliquée parce que ce sont essentiellement des petites dents ou des pellets, c'est-à-dire des espèces de coprolites de requins ou de poissons osseux. Voilà, tout ça je le remets là et c'est, vous voyez, encore des boîtes. Alors ça, c'était une boîte type tupperware. Hein, c'est des lots qui sont des fois achetés sur des marchés pour pas cher et ça permet d'essayer de calibrer. Voilà, et de pouvoir conserver. Là, c'est des boîtes de récupération qui sont souvent chez les traiteurs. Donc, quand elles sont pas trop grasses, j'arrive à les nettoyer et puis les récupérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme type de boîte? Bah là, c'est pareil. On va voir ça. C'est des salades et du taboulé. Donc ça, c'est pareil. Quand c'est pas trop gras, j'arrive à bien nettoyer et j'arrive à stocker du sable dedans. Donc toujours une étiquette dedans. Celle-là, c'est un prélèvement qui date de 2017. Donc qui a été nettoyé. Donc ça, c'est la partie la plus longue. Après le prélèvement, il faut traiter, nettoyer et calibrer. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Des fois, pour des traitements comme ça, pour une boîte, par exemple une boîte là, c'est des éléments phosphatés de la Somme. Pour traiter ça, il me faut plus d'1 heure pour le nettoyer, le calibrer, le sécher et plusieurs jours après le mettre dans des boîtes. Des boîtes suffisamment solides avec les informations de base pour pouvoir le jour venu les trier et savoir ce que c'est. Parce que si on ne sait pas ce que c'est, il n'y a aucun intérêt. Moi, quand j'ai un doute, si je ne vois pas d'informations, ça a pu m'arriver des fois d'oublier de mettre une étiquette. Il y a longtemps, quand j'étais un petit peu moins organisé, si on le reprend 10 ans après, on voit que c'est un lutétien moyen, mais on n'a pas d'informations particulières. Bon je vais regarder vite fait ce que ça peut contenir, mais si ça contient rien d'extraordinaire, je préfère balancer que de m'attarder sur des éléments qui sont impossibles à localiser géographiquement. Voilà, donc là ça fait l'objet de voilà, c'était pour terminer, je vais reprendre après. Alors là, on est toujours sur les rangements avec les boîtes. Je vais vous montrer un peu les types de boîtes que j'utilise. J'ai essayé depuis plusieurs années de les standardiser, de conserver que certains types de boîtes, tout simplement parce que ça répond à des besoins de rangement et d'étiquetage et de spécificité, je veux dire, liées à la facilité ou pas de se les procurer. Par exemple, pendant des années, j'avais ce type de boîte-là, qui sont très bien, qui sont des boîtes dites anglaises, j'ignore la raison, ou celle-ci. Ces deux types de boîtes, je les achetais chez un revendeur de minéraux et de fossiles en région parisienne, qui au départ ne voulait pas me les céder, parce que lui, son activité, c'était pas de vendre des boîtes,
Mais quand il a vu que j'en achetais, non pas à l'unité, mais plusieurs centaines, voire milliers d'un coup, ça l'a quand même intéressé. Ces boîtes-là sont, surtout celles-ci, sont vraiment très intéressantes. Elles se ferment bien, elles sont assez profondes, assez grandes. Je range à peu près tout ce qui est mollusque et dents sans difficulté. Hein. C'est pour un peu les trucs, on va dire, classiques. Alors ça, j'ai jamais retrouvé le fournisseur, malheureusement. Maintenant, j'ai ce type de boîte-là que j'achète chez Kranz, qui est un vendeur allemand, qui c'était un peu compliqué de les commander fut un temps parce qu'il fallait passer par un compte allemand. Maintenant, ils ont un compte en France, donc c'est plus facile. Mais il faut faire un devis avant. Enfin, il y a pas mal. C'est un peu compliqué. Donc, quand vous êtes sûr de vouloir en acquérir, réfléchissez bien aux quantités et puis faites un devis pour voir ce que ça va vous coûter parce que les Allemands sont assez compliqués, je trouve, pour faire des commandes. Voilà, ça c'est. Mais alors côté pratique, par contre, c'est très intéressant parce que ce sont des boîtes qui sont facilement ouvrables et qui stockent des spécimens sans difficulté. Et ça me sert de standard. Alors en intermédiaire, j'avais celle-ci. Je pense que c'était chez Kranz que je les avais récupérées également il y a plusieurs années, mais c'est pas dans vraiment mes standards. Elles sont un peu différentes. Bon, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, ce qui est très bien pour moi, c'est celle-ci. Ça, elles permettent de stocker des spécimens un petit peu hors catégorie et éventuellement de regrouper plusieurs types de spécimens dans une boîte unique quand c'est des petites boîtes comme ça que j'achète chez le français Cobert. Voilà. Donc ça c'est pareil, il faut faire un devis. Parce que ça dépend des quantités, des qualités, enfin voilà. Mais question utilisation, elles sont très bien. Ces petites boîtes-là, moi je range énormément de petites dents de requin, de petites dents de mammifères dans ce type de boîte-là. Elles sont sécurisées dans le sens où quand on met un spécimen dedans, on risque pas d'écraser sur les contreforts comme avec certaines boîtes. Et puis, je vous dis, on peut éventuellement les regrouper là-dedans, dans une boîte comme ça. Ça me permet de regrouper plusieurs types de boîtes. Là, j'ai un exemple avec un site. J'ai mis... là, il y a un peu de reflet dû à la luminosité, bien sûr. Et là, dans ce gisement, j'ai mis plusieurs types de coquilles. Vous voyez, là, j'ai déjà mis des petits bivalves. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit gastéro. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça me permet de les regrouper et de protéger ces boîtes-là. Parce que bon, quand on fait l'activité de paléontologie, vous allez voir que malheureusement, on a beaucoup de poussière liée au sable, enfin, pour ma part. Et donc, c'est quand même intéressant de protéger les fossiles et surtout les boîtes de tout ce qui est poussière. Et malgré tout, on arrive à en accumuler quand même. Et enfin, j'ai ces boîtes-là que j'ai tendance à ne plus utiliser. On m'avait surtout légué. Ce sont des boîtes, je crois que c'est Cobert aussi qui les fabrique, qui étaient plutôt destinées au micromount, à la minéralogie. Mais dans certains cas de figure, c'est intéressant parce que quand les spécimens sont un peu plus gros, ils nécessitent une hauteur de boîte et de largeur plus importante. Voilà, ça me permet quand même de les conserver. Je vais vous montrer aussi ce que je ne conserve plus comme type de boîte. Par exemple, ça c'est un truc intermédiaire à Kranz. Bon, c'est utile pour certains, mais moi je trouve ces couvercles sont difficiles à ouvrir des fois. Alors ça, c'est des boîtes plutôt de présentation de collection. C'est utile pour mettre essentiellement des spécimens. Là, c'était en l'occurrence une collection que j'ai récupérée. La personne a mis des spécimens dedans, vous voyez, qui sont numérotés. Bon, pour moi, c'est pas intéressant. Ce type de boîtes-là qui sont alors très dangereuses pour moi, entre guillemets, parce qu'elles ont tendance à s'ouvrir facilement. Et quand on a des choses précieuses là-dedans, bah ça peut se barrer. Voilà, ça c'est les anciennes boîtes de pellicules photo que je récupérais chez un photographe à côté de chez moi.
dans les années 80-90, puisque maintenant on n'a plus de pellicule argentique ou très peu. Et c'était des boîtes pour stocker les pellicules argentiques. Il y avait deux types de boîtes. Il y avait les boîtes noires qui étaient complètement fermées. Et puis les boîtes transparentes ou semi-transparentes comme celle-ci. Voilà. Donc ça, j'en ai récupéré pendant des années. Maintenant, je les utilise beaucoup moins. Mais bon, celles qui sont déjà utilisées, je les laisse en l'état. Voilà, c'était pour faire un petit peu un petit topo de tout ce qui est rangement. On va dire qu'après, pour tout ce qui est hors norme, il y a encore toujours la possibilité de détourner des boîtes de leur usage initiaux, c'est-à-dire par exemple là, d'une célèbre marque de chocolat, qui est intéressant parce que vous voyez, il y a un couvercle qui ferme quand même, qui est propre, qui est de toute façon destiné à la poubelle. Généralement, la plupart des personnes les foutent en l'air. Et bon, moi je les récupère par le biais d'amis ou de famille, et ça me permet de stocker des gros éléments, de les mettre relativement à l'abri de la poussière, et éventuellement de mettre des fois des minéraux. Là, vous voyez, je vais vous montrer une boîte. Là, j'ai des minéraux dedans, parce que là, les minéraux, ça c'est une fleurine qui vient du Maroc. Voilà, et j'ai trouvé ça pour le mettre dedans, pour la conserver le plus à l'abri possible de la poussière. Voilà. C'est pas extraordinaire. Les minéraux, j'ai un peu arrêté, mais j'en ai encore. Mais voilà, donc quand j'avais pas de boîte spécifique, j'utilise toujours le détournement des boîtes ou la récupération, et ça me permet de stocker mes spécimens sans trop de casse. Bon, là c'est une fleurine qui vient de Bouxières-les-Mines. Voilà, et ça me permet de les stocker à l'abri de la poussière, sans dépenser 1 euro, hein, puisque ça c'est de la récupération à 100%. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai des boîtes comme celle-ci aussi, qui sont des boîtes de présentation. Alors ça, c'est plus difficile parce que sont difficiles à ouvrir, celles-ci, mais bon, ça présente pour des spécimens de meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu le tour de la question. Certains m'ont posé la question du rangement, du stockage de sable. Alors ce que j'ai également pour stocker mon sable, quand des fois j'ai des quantités hors catégorie, on va dire, j'ai plusieurs sacs là, de sédiments à trier encore. Et des sacs comme ça, je dois en avoir, sans exagérer, une dizaine, qui sont alors plus ou moins pleins de sable calibré déjà, et qui me reste à trier. Ça c'est du pourci, je vous en ai déjà parlé. Pourci, vous voyez, j'ai des calibrages de sections qui sont plutôt fines. Celui-là c'est 3 mm, inférieur à 3 mm. Donc voilà, donc ça pour les trier, bah, il me reste pas mal de temps. Donc là j'en ai 3 ici, j'en ai 4 là-bas, et j'en ai encore 2 ou 3 ailleurs. Donc voilà, c'est la difficulté de stocker. Puis là on a des bouts, des résidus de sable que j'ai tamisé récemment, qui sèchent. Et puis ici on a du stockage de Abbey Wood, gisement là dont je vous ai parlé récemment sur une autre vidéo, vous voyez. Donc là c'est pareil, c'est des sables relativement fins qui restent à trier. Alors ça c'est des boîtes qui étaient récupérées chez un fumeur, parce que c'est des... Non, ça c'est des pots que j'avais dû récupérer à la cantine. Après il y a des boîtes comme ça rondes, qui sont généralement dans les cantines de groupe. Donc si vous connaissez une personne, n'hésitez pas à leur demander. Généralement c'est les pêcheurs qui les récupèrent pour l'usage de la pêche. Mais bon, voilà, tout type de boîte est envisageable à partir du moment où elle a un couvercle qui ferme. Et si vous avez un couvercle qui ferme, mettez toujours une étiquette au fond. Et si possible, l'étiquette, écrivez-la avec un stylo, non pas un crayon papier. Et éventuellement, c'est mieux quand elle est imprimée sur une imprimante. Et puis, ce que vous pouvez faire, ce que je fais moi pour les étiquettes, vous voyez, je mets ça, par exemple, hop, voilà, et je fais des planches d'étiquettes qui restent à découper, et j'ai plus qu'à les mettre dans les boîtes. Donc ça permet de gagner du temps, même si l'identification n'est pas précise. Voilà.
il y a plein d'astuces, vous allez voir. Je vais essayer de vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Tout ce que j'espère, c'est que vous en tirerez un petit enseignement. Je n'ai pas la science infuse de tout. C'est le résultat de nombreuses années de tri, de recherche de mode de stockage. J'ai changé plusieurs fois, mais maintenant je suis à peu près arrivé à un terme définitif, on va dire, sur ce qu'est la qualité de stockage et surtout d'assurer la pérennité des informations qui sont fournies, parce que si je le répète, vous avez une très belle coquille qui vient d'un endroit dont vous ne savez pas l'origine, bah, l'intérêt il est de zéro. Voilà. Presque de zéro. Après, il restera le côté esthétique de la chose, mais si on ne se base que sur l'esthétique, on perd beaucoup d'informations scientifiques. Et c'est quand même très dommage, parce que la paléontologie, c'est une science avant tout. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère... je vais faire le montage de cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des questions, vous me les poserez. À bientôt. Je reviens toujours sur les stockages. J'avais oublié de parler des sachets plastiques. Les sachets plastiques, moi personnellement, je m'en sers que rarement pour stocker des spécimens. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient pas fragiles. Vous voyez, j'ai des coraux du bassin parisien. Ça, c'est pas fragile, c'est du temporaire. De toute façon, c'est un stockage temporaire avant de les redispatcher dans des boîtes et les reclasser. Mais généralement, les étiquettes comme ça vont me servir à glisser les origines, les informations liées au prélèvement. Et donc ça s'achète sur internet sans problème, et ça permet de protéger les étiquettes le plus possible quand surtout vous avez des sédiments qui ont été lavés et qui n'ont pas encore bien séché. Vous allez vite dégrader l'étiquette que vous allez glisser dans la boîte. Si vous la mettez pas sous une protection plastique, vous risquez de perdre l'information. Et je vous l'ai déjà dit, perdre l'information, c'est perdre l'intérêt du spécimen. Donc voilà, à faire très très attention. À bientôt.